Oui, bon, bonjour, vous m'entendez, ça va? Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup déjà pour l'invitation et puis pour votre initiative. Alors, je vais être bref avec mon collègue Sinclair. Donc, en fait, déjà pour me présenter rapidement, je fais partie du laboratoire Cresson, le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain qui est à l'école d'architecture de Grenoble, donc une vieille équipe de recherche qui fait partie de l'UMR, CNRS, ambiance, urbanité et architecture. Donc voilà. Comme vous le savez, donc, dans ce centre, on s'intéresse au son, qui était une dimension il y a 40 ans qu'on n'écoutait pas beaucoup finalement, ou qu'on qualifiait rapidement de gênant ou pas gênant. Et donc, c'est plutôt des recherches qualitatives sur notre environnement sonore, contemporain ou passé, qui nous ont intéressés. Alors évidemment, depuis ce temps-là, on avait développé des outils. Je vais vous montrer l'écran d'accueil, par exemple, de... Ah, ben, vous l'avez à l'envers, oui, alors il faut que je le mette à l'endroit. Non, vous l'avez... c'est difficile, voilà, c'est Cartophonie, donc qui est une j'ai repris, j'ai changé le nom de SoundMaps, j'ai appelé Cartophonie parce que je me disais qu'après tout, on pouvait aussi être créatif par rapport au nom qu'on utilise pour désigner des outils qui nous permettent en fait ici de rassembler des données sonores sur des sites dans le monde et partout ailleurs, beaucoup en France bien sûr, mais maintenant de plus en plus dans le monde, pour avoir des extraits d'enregistrement qui sont liés à des recherches, à des études, donc, et qui sont ici rassemblés sur cette carte sur laquelle on peut naviguer. À la différence des soundmaps, on peut avoir des éléments de renseignement, soit des enquêtes, soit des descriptions sur l'espace, sur la société, sur des mesures éventuellement, qui donnent finalement un état des lieux à un moment donné d'un environnement sonore. Alors évidemment, quand nous sommes entrés en confinement, euh, tout le monde a parlé de changements majeurs apportés par l'arrêt, on va dire, des activités, notamment des transports, et aussi de la non-fréquentation des espaces publics, et donc de la transformation radicale de notre environnement sonore urbain. Donc, je m'étais dit, bah, c'est l'occasion de demander finalement, suivant un petit protocole très simple, puisque nous avons accès à nos balcons, à nos fenêtres uniquement, en principe, et que nous avions donc cette oreille sur la rue, sur l'espace urbain, sur les paysages, et aussi en retour le son de la ville à travers ces oreilles, de demander à mes collègues, dans un premier temps, j'ai demandé à mes collègues de dire d'effectuer des enregistrements à des heures précises. Alors c'est vrai que des heures précises, pourquoi? Parce qu'il y avait ces applaudissements à 20 heures, ces événements un peu particuliers, mais aussi petit à petit, je dis le matin, midi, le soir, enfin j'avais déterminé un certain nombre d'heures et un petit protocole d'enregistrement. Et donc c'est comme ça que s'est constituée une collecte à travers cet appel qui était réduit au départ, je le rappelle, donc à des membres du laboratoire, mais qui ont répondu beaucoup favorablement, et ce qui permettait d'avoir une espèce d'écoute des différents quartiers habités, depuis des fenêtres habitées, sur l'état de ce qui est entendu, avec une petite fiche descriptive qui l'accompagnait aussi, c'est-à-dire ce que l'on perçoit, comment on le perçoit, ce qui se passe, comment on l'apprécie ou pas, qu'est-ce qui émerge finalement de cette situation par rapport à la situation ordinaire, on va dire. Euh, je fais un deuxième appel à travers le réseau Ambiance, puisqu'on a, vous savez, dans le monde, un réseau Ambiance de chercheurs ou de gens de différents horizons. Alors, c'est vrai qu'on s'adresse aux architectes, aux urbanistes, mais aussi aux artistes, aux sciences sociales, aux anthropologues, à toute une série de personnes qui s'intéressent tout simplement à l'état des ambiances telles qu'elles se produisent. Et à ce moment-là, j'ai lancé un deuxième appel qui a élargi un petit peu dans le monde ce retour de données, en quelque sorte. Bon, ça, c'est un petit peu, bon, rapidement. Vous me direz si le temps, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Donc, et cette manière de récolter des données qui sont produites simultanément. Alors, c'était un peu la nouveauté, donc c'est une première nouveauté, c'est de profiter finalement de ce moment où on est captif
d'un point d'écoute sur le monde qui est voilà, assez coordonné, simultané. Alors c'est intéressant parce qu'on a rarement des données simultanées, c'est-à-dire au même moment, disons à la même heure, parce que quelqu'un qui m'a envoyé un enregistrement du Liban, évidemment, le 20h au Liban, c'est pas le 20h ici, mais voilà, c'est le moment de la vie qui est restitué là. Et donc, ce projet-là consistait, moi, d'un point de vue qui est le mien, qui est je fais partie d'une équipe de recherche, donc j'ai un point de vue de recherche, de connaissance, de développer une culture du sonore sur les espaces habités. C'est ce qui m'intéresse, c'est de mieux comprendre finalement ce que nous produisons comme espace habité à travers le sonore. Là, me permettait d'avoir des données simultanées, donc dans des points géographiques extrêmement différenciés, avec voilà, des types d'habitats, des types de villes et de cultures qui sont ici finalement représentés à travers ces courts fragments sonores. Alors là, actuellement, évidemment, après, il y a eu 3 campagnes comme ça, donc le problème quand on récolte des données, c'est de pouvoir les traiter. C'est-à-dire que, en fait, je me suis rendu compte que d'abord, elles n'ont pas toutes la même qualité, elles sont différemment récoltées. Donc, c'est un premier problème voilà, qui vient, mais bon, on peut le contourner facilement. D'autre part, j'ai vu beaucoup d'intérêt à cette volonté des gens à travers différents pays justement de créer ce mouvement, on va dire, commun, enfin, dans le temps, pour contribuer en quelque sorte à construire cette espèce d'interconnaissance à travers cette manière d'écouter et peut-être de la retrouver quand on aura les possibilités de transférer tout ça sur notre cartophonie, de pouvoir écouter des moments communs sur des espaces complètement différents. Et donc d'introduire cette espèce d'interconnaissance et en même temps de contribution amener des matériaux, amener des éléments vécus, des éléments aussi parfois d'observation qui sont liés à l'immersion, c'est-à-dire au fait qu'on habite un lieu qui n'est pas observé de l'extérieur, mais qui est observé de l'intérieur, en quelque sorte. Et voilà comment ça m'a un petit peu aussi orienté du coup l'idée de cartophonie qui a été créée déjà en 2008, donc mais à l'issue de recherches, de peut-être chercher à plus le faire prolonger un petit peu à travers ce type d'action à d'autres moments que dans cette période un petit peu particulière du Covid. Alors, ce qui était intéressant aussi, bon, à travers ce moment particulier qui émerge et dont beaucoup ont parlé, c'est-à-dire les réémergences, tout à coup, tout le monde a observé, ah ben oui, la vie faune, l'émergence d'une profondeur d'écoute, tout simplement, de chez soi, c'est-à-dire que tout à coup, on entend beaucoup plus loin que ce qui était initialement l'état initial, quand la circulation était très présente en ville. Donc, il y a tous ces éléments-là qui deviennent des éléments de distinction, de caractérisation qui sont intéressants. Et donc, au-delà des objets même qui sont observés, c'est la qualité de lien, on va dire, avec le territoire à travers le son qui a pu être un petit peu comme ça, comment dire, précisée. Alors, cette simultanéité, d'une part, des éléments d'observation, qui est sans doute un élément qui est intéressant du point de vue d'une participation, c'est-à-dire d'une coordination un petit peu comme ça des choses dans le temps. Bon, ça, c'est un élément qui, de mon point de vue, est intéressant. D'autre part, c'est aussi les éléments ou les types d'éléments même qui émergent, qui sont alors là, qui demanderaient plus de recul de notre part, mais bon, il faut du temps, des moyens, etc. pour accéder à ça. Ça, c'est bien de récolter des données, mais encore faut-il pouvoir comment dire, les analyser. Voilà, donc en tout cas, ça peut donner une perspective un petit peu différente à un outil comme Cartophonie, qui profite évidemment de la numérisation hein, et de l'accès Internet et de toutes ces choses-là, et de cette possibilité de partager en quelque sorte cette culture sonore, qui ne renvoie pas qu'au sonore hein, pour nous, elle renvoie évidemment aux espaces habités, aux échanges sociaux, à une partie finalement de notre rapport à une certaine biodiversité sonore et à ce monde, à ce phonocène, comme
bon, je l'ai appelé comme ça, mais je ne savais pas que Vinciane-Després a aussi utilisé ce terme-là pour désigner notre époque, finalement, dans laquelle le monde sonore est produit essentiellement par l'homme et par son activité, par ses déplacements, mais aussi par son usage des espaces tous azimuts. Donc voilà, prendre la mesure de cela, ça concerne donc aussi un ensemble de questions qui ont pu émerger à travers cette crise, qui consiste à dire, ici la ville, effectivement, dans une perspective plus que certains défendent, plus écologique, bon, à Grenoble, on est bien placé pour cela, donc de changer les données voilà, des modes de déplacement, etc. Qu'est-ce que ça produit comme type d'environnement? Bon, c'est intéressant voilà, d'avoir déjà un peu d'anticipation là-dessus et de se dire, bon, comment notre rapport au monde, il est aussi affecté par ce type de connaissances. Voilà, moi, je ne sais pas si je réponds ou si j'ai pris mon temps. Je ne sais pas si j'ai pris 10 minutes ou pas. C'est à vous de me dire. Euh, et puis peut-être les questions, le débat permettra d'aller plus loin. Et je peux laisser la parole à Peter. Tout à fait, merci beaucoup. Et effectivement, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse écouter Peter, donc voilà, qui va nous apporter en complément aussi son témoignage sur cette période et ce que lui, il a pu vivre et observer. Et puis par la suite, on prendra les questions. Mais du coup, voilà, pour les participants, si vous avez déjà des choses à nous faire remonter, n'hésitez pas à le faire sur cet onglet Converser. Merci beaucoup Grégoire. Et Peter, donc je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, Peter Sinclair. Donc, merci pour cette invitation. Je suis très content d'avoir cette occasion de témoigner de nos expériences pendant le confinement. Je vais essayer peut-être de partager mon écran pour donner quelques éléments de référence. Je clique là-dessus. Il ne veut pas donner mon écran. Ah si. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, oui, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon? Moi, je ne le vois pas. Donc, Et on le voit. je suis à l'aveugle. Ouais, Bon, c'est pas grave. Je ne le vois pas, c'est normal. D'accord. Donc, en fait, donc moi, je appartiens à un groupe de recherche qui est rattaché à l'école d'art d'Aix-en-Provence qui s'appelle Locus Sonus, et qui est aussi intégré à l'UMR Prisme à Marseille. Et donc, avec Locus Sonus, on travaille depuis 2005 sur les espaces sonores et en particulier ceux qui sont étendus par les réseaux. On est très porté sur l'écoute en temps réel, donc à la différence de ce que racontait Grégoire, qui par ailleurs pratiquement tout s'applique à nos réflexions aussi pendant cette période, mais il y a une différence dans nos démarches, c'est qu'on est essentiellement sur une écoute en temps réel. Donc, évidemment, nous sommes particulièrement attentifs à ce qui se passe en ce moment ou ce qui s'est passé pendant le confinement, du point de vue acoustique, bien sûr, mais aussi du point de vue technologique, parce qu'on est très intéressé par les usages qui peuvent se développer à travers ces technologies de l'écoute. Donc, un des projets participatifs que nous avons inauguré en 2005, j'essaie de changer de diapositive. Ça a changé pour vous? Oui. Ouais. Ouais, parfait. Donc, c'est un projet qui s'appelle les microphones ouverts, Open Microphones Project. En fait, c'est tout simplement un réseau de microphones qui capture des paysages sonores en permanence et qui les transmet en streaming via un site web. Donc, le dispositif, il est essentiellement une ressource artistique qui sert à différents projets, à différents artistes pour différentes initiatives.
Et il est maintenu par des artistes, des musiciens et des écologistes, et maintenant aussi de plus en plus des bioacousticiens, mais je vais revenir là-dessus, qui sont les participants. Et donc, ce qui est intéressant, je pense, là-dedans, enfin, un des aspects intéressants, c'est que c'est ceux qui installent et qui maintiennent ces microphones qui sont également très souvent les auteurs des expérimentations artistiques auxquelles ils servent. Donc, on a créé une sorte de communauté autour des actions artistiques qui sont liées à l'écoute en temps réel et à distance. C'est une communauté qui est renforcée aussi par un programme européen, Creative Europe, qui s'intitule Acoustic Commons. Donc, pour en venir au confinement, donc plusieurs choses sont arrivées pendant le confinement. Tout d'abord, l'expérience de l'écoute de ces microphones s'est transformée. Donc, il y a beaucoup de nos microphones qui se retrouvent dans des zones urbaines ou semi-urbaines. Et donc, du coup, on se retrouvait avec une écoute qu'on n'a jamais eue auparavant. Donc, sans le bruit couvrant de la circulation, par exemple. À Paris, le niveau sonore a baissé entre 50 et 90% selon les heures de la journée. Donc en plein jour, 90% moins de bruit de fond. Et donc, il y a des endroits où on a entendu des choses complètement différent que d'habitude. Donc, un microphone, par exemple, à Londres, on serait cru dans la cour d'une ferme avec un coq qui chante sous fond d'oiseaux. Et puis, l'anthropophonie, donc les sons produits par les humains, a été essentiellement dominée par des voix humaines. J'ai en tête un bébé qui pleure avec le son qui résonne dans un cours intérieur, par exemple, des choses qu'on n'entendait jamais avant. Et puis les sons aussi qui se mélangeaient avec les oiseaux en pleine ville, que normalement qui sont complètement inaudibles. Et donc ailleurs, donc pour les paysages plutôt naturels, il y a eu une sorte d'explosion, je dirais, de sons de la nature. Donc essentiellement aussi les chants d'oiseaux. Le confinement a eu lieu au moment où les oiseaux, enfin en plein milieu du printemps, enfin ça inclut le printemps du moins, et donc le moment où les oiseaux chantent le plus. Alors je ne sais pas vraiment si effectivement il y a eu plus de chants d'oiseaux ou alors si c'est simplement effectivement qui devenait plus audible, mais en tout cas l'expérience sur les microphones était assez extraordinaire. Ensuite, du point de vue de la participation, nous avons eu spontanément une augmentation d'intérêt pour le projet. Donc, l'apparition de nouveaux microphones, la demande de créer des comptes, etc. Donc, on n'a pas arrêté de générer de nouveaux comptes pour notre serveur. Aussi, le retour de microphones qui avaient été plutôt abandonnés avant. Donc, des gens qui ont repris intérêt dans le projet. J'essaie de changer des diapos. Donc, ici, en fait, c'est un MapMonde qui permet d'accéder à ces microphones ouverts. Donc, on clique sur l'icône du microphone et on a le stream en direct, en temps réel, du lieu lointain. Donc là, on voit une photo d'écran que j'ai fait le 2 mai, donc où il y a plus de... Pardon. Donc, on voit il y a plus de 80 microphones ouverts en même temps. Donc, un record pour nous. En fait, ce jour-là, c'est le jour aussi qui correspond à un événement que nous organisons qui s'intitule Soundcamp Réveil. Et donc, c'est l'initiative d'un collectif d'artistes anglais qui gère ça maintenant depuis 5 ou 6 ans. Et il s'agit d'un tour de monde sonore qui dure 24 heures, suivant le lever du soleil,
donc en écoutant les captations le plus proche de l'endroit de l'aube. Et donc, la date de cet événement, c'est le 2 mai, donc le jour qui est identifié comme étant le plus fourni en chant d'oiseaux, le jour mondial du chant d'oiseaux. Et donc, en plus des microphones ouverts, en général, ce jour-là, des streamers occasionnels sortent de chez eux au lever du soleil et mettent un microphone en place avec un téléphone portable ou un autre appareil léger, de façon qu'on puisse faire une écoute quasiment continue qui suit cette aube qui fait le tour du monde. Donc, habituellement, on organise des sortes de campements un peu partout dans le monde où des gens ils peuvent écouter ce stream. Et là, en fait, évidemment que ça a eu lieu en streaming, donc avec une participation par contre énorme. Donc, on n'a jamais eu autant de monde. Beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup d'activités sur le site, etc. Je n'ai pas non plus noté quand est-ce que j'ai commencé. Il me reste un peu de temps là. Allô? Ils sont partis. Encore 5 minutes à peu près. D'accord, très bien, parfait. On peut avoir des questions après. D'accord, très bien. Donc, donc, ce projet, donc c'est un des projets qui est lié au micro ouvert. Donc, à travers aussi ce projet, on a eu depuis quelques années beaucoup de contacts avec des bioacousticiens. Donc, la bioacoustique, c'est une discipline en pleine expansion qui consiste à analyser des enregistrements sonores pour établir la présence des espèces animaux dans l'environnement. C'est beaucoup plus efficace que les captations visuelles parce que on a une captation évidemment à 360 degrés avec le son et on peut avoir des multiples membres d'une espèce qui sont présents et analysés en même temps. Donc, c'est quelque chose qui évolue beaucoup en ce moment. Donc, plusieurs bioacousticiens s'intéressent à notre projet pour l'utiliser finalement comme du data pour leurs analyses. Et c'est à travers ces gens-là que nous avons participé aussi à un projet dont on n'est pas les responsables, mais on est participants, qui s'appelle Silent Cities. Donc ça, c'est l'image de Soundcamp Réveil dont je parlais avant. Vous avez l'URL si vous en avez besoin. Donc ça, c'est l'URL de Silent Cities. Donc, Silent Cities, c'est un petit peu comme le projet dont parle Grégoire, si ce n'est que c'est vraiment à des fins d'analyse scientifique donc, et écologique avec un protocole assez précis pour la participation. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'enregistrer de manière très systématique pendant le confinement et puis de comparer les prises de son avec des prises de son après le déconfinement. Donc, pour faire cela, il demandait aux participants de poser un enregistreur à un endroit précis qui ne doit pas bouger. Donc, on fait chaque fois la prise de son du même angle avec le même appareil et les mêmes réglages, d'enregistrer plusieurs fois par jour. Et donc, il y a aujourd'hui une base de données énorme qui, je ne sais pas combien de centaines de tétras, mais c'est une base de données très, très conséquent. Moi, je sais que j'ai sur un disque dur chez moi plus d'une centaine de gigas que je dois télécharger de mes propres enregistrements faits pendant ce temps-là. Donc, l'idée, c'est que ça va donner une base de données pour les chercheurs d'une valeur extraordinaire dans le futur parce que ça permet effectivement toutes ces comparaisons entre
avec l'absence de l'anthropophonie, pour pouvoir analyser comment réagissent les espèces, etc., dans l'absence de son parasite. Donc, vous pouvez aller sur ce site. Il y a aussi un endroit où il y a un reportage qui a été fait par FR3. Donc, ces images sont tirées de ça, donc avec un article et des exemples. Ce que je montre dans le diapositive sont, on peut entendre un même environnement avant le confinement et en plein milieu du confinement. Alors peut-être Peter, si jamais à la fin, pendant les questions, tu pourras recopier le lien pour le mettre dans les commentaires parce que comme ça sera plus facile pour que les gens puissent se rendre sur le site. Je te redonne la parole, excuse-moi. D'accord, avec plaisir. Je peux donner aussi le lien Tu peux le copier directement dans le petit onglet de chat, mais on fera ça pendant les questions si nécessaire. Tout à fait. Alors du coup, peut-être, Peter, je me permets aussi quelques mots pour conclure et puis ensuite, on va prendre quelques questions du coup pour terminer cette première séquence, s'il te plaît. Très bien. Donc, je m'arrête sur ce projet-là. Donc, il y a eu aussi beaucoup d'autres projets. Donc, on n'a pas le temps aujourd'hui d'entrer dedans. Il y a un projet d'une bioacousticienne et artiste, Léa Barclay, en Australie, qui a utilisé aussi notre réseau pour faire un concert avec 84 pianos. On a aussi beaucoup travaillé sur un monde virtuel qui permet le partage sonore et un espèce de lieu de rencontre pour des gens qui veulent expérimenter avec du son. Donc voilà, il y a eu une sorte d'accélération de différents projets sur lesquels on travaillait durant cette période. Voilà. Bon, donc je vais arrêter là et puis effectivement, nous pouvons passer aux questions. Merci beaucoup pour ces deux interventions. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a sur ces deux projets énormément de données complémentaires différentes, très riches, qui sont arrivées là pendant cette période. Du coup, on avait une première question, alors plutôt en direction de Grégoire. Et donc, la question, c'était de savoir en fait combien il y avait eu, quel était le nombre et le profil en fait des contributeurs à Cartophonie. Le nombre, c'est... À dire vrai, je n'ai pas compté, parce que le nombre de personnes ou le nombre de productions, il y en avait 3, 4, 5, près de 200 par personne, donc je ne sais pas, je dois être une centaine. Voilà, c'est assez limité, parce que c'est une expérience qui était, comme je l'ai dit au début, n'était pas grand public. Voilà, elle était destinée déjà à des gens qui s'intéressent un petit peu, pas forcément qu'au son d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas uniquement au son, mais qui s'intéressent à la question de l'ambiance urbaine. Et donc, voilà, je dirais que c'est autour de... en nombre de personnes, vous êtes une quarantaine, et puis il doit y avoir 200 contributions, quoi. Donc, c'est très restreint, c'est plus la démarche, si vous voulez, intéressante. Bon, après, vous savez, il y a un critère aussi chez nous, c'est pas tellement... la quantité des données, c'est très bien, mais enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est vous savez, c'est la théorie des effets. Hein, bon, les effets sonores, on a fait toute une description, et en même temps, on a toujours besoin d'exemples et de meilleures définitions concernant ces effets et aussi leur transformation, quoi, voilà. Donc, voilà. C'est aussi ces dimensions-là, qui sont peut-être un peu plus qualitatives. Alors c'est vrai, c'est difficile, c'est moins, comment dire, c'est moins un comptage que véritablement se dire, bah oui, dans telle situation, finalement, on a ce type d'effet, dans telle autre, on a ce type d'effet. Bon, voilà. Ok, merci beaucoup. Du coup, il y avait une autre question qui est arrivée. Alors là, plutôt pour Peter sur le projet Locus, sur le projet Open Microphone Project. Est-ce que cette démarche, elle est uniquement en streaming ou est-ce qu'il y a certaines bandes sonores qui sont disponibles en replay? Non, c'est uniquement en streaming, c'est-à-dire que là, on a enregistré certains des microphones pendant le confinement parce que, pour participer à Silent Cities notamment, parce que ça semblait trop dommage de rater
cette occasion, enfin de garder un archive de ça. Mais en principe, en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le principe du point de vue artistique, je dirais. C'est l'idée de travailler avec le temps réel. C'est l'idée qu'on modifie l'espace géographique à travers ces réseaux qui sont connectés en permanence. Et on pense, on croit profondément à une différence de l'écoute lorsqu'on est conscient du fait que c'est du temps réel qu'on écoute. C'est que ce qu'on entend, c'est une espèce d'extension de notre oreille vers un autre bout du monde. Ok, merci. Et du coup, il y avait une autre question donc de Charlotte Lafont. Je vais la lire. Les perceptions pendant le confinement en fait, semblent révéler un engouement porté vers l'extérieur, donc depuis la fenêtre, la vie faune, etc. C'est ce que vous en avez parlé. Mais est-ce que vous avez aussi observé des retours sur l'intériorité de l'écoute de chez soi, l'écoute des voisins, la question de l'intimité sonore? Alors, si je peux me permettre de dire, oui, en plus j'ai oublié de le préciser. C'est une très, très bonne question. En fait, parce que précisément le balcon, la fenêtre se situe exactement entre les deux, vers le dehors, mais aussi autant vers le dedans. Et c'était aussi moi, dans la consigne que j'avais donnée, j'avais dit, bah, laissez vivre aussi la maison. C'est-à-dire, oui, on se penche à la fenêtre, mais il y a le reste de la maison qui vit, et c'est aussi cette circulation entre du dedans, du dehors qui peut exister. Et il y a donc voilà, à ce propos-là, il y a deux, trois choses qui apparaissent, qui sont intéressantes. Parce que c'est vrai que ça ouvre aussi, enfin, tout un tas de questions, pas seulement liées à la situation exceptionnelle qu'on vivait, mais sur effectivement la qualité de ces relations entre le dedans, le dehors, les intérieurs, les extérieurs, la vie qui se produit ici et là. Et voilà, tout ça, ce sont des questions qui effectivement nous intéressent et peuvent être des aiguillons pour réfléchir à l'avenir. Voilà, j'avais dit simplement, alors c'est vrai dans la consigne, moi j'avais donné un format d'enregistrement. C'est vrai que le streaming, je comprends bien c'est bien, hein, c'est super parce qu'on a les deux en même temps et puis on peut passer de l'un à l'autre. C'est en continu. Alors il y a le côté sédimentation, quoi. C'est vrai, qui est très arbitraire. En fait, on a choisi des horaires. Alors c'est vrai qu'on a inclus des débuts d'heure en se disant, bah oui, s'il y a des cloches, elles y seront. Il n'y a pas toujours des cloches, pas partout ni nulle part. Elles sont plus ou moins proches, plus ou moins loin. Bon, ce sont des indicateurs, vous voyez, qui révèlent l'espace dans lequel les gens sont finalement. Voilà, qui révèlent ce monde. Alors c'est très phénoménologique, hein, mais bon, c'est ce rapport au monde qui se fait là avec ce matériau-là. Et donc cette sédimentation, bon, alors l'enregistrement, c'est vrai, on peut critiquer. Moi, je comprends toutes les critiques sur la question de l'enregistrement en disant, mais ça reflète pas les choses, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais ceci étant, moi je suis assez content parce que sur Cartophonie, on a des sons de 1981, de telle place, de tel lieu. Il y a encore je sais pas, un tel type de voiture, et tout à coup on se dit, ah ouais, bon voilà, on a une perspective historique aussi, qui est chronologique, voilà, qui peut nous questionner et qui peut être questionné par des gens qui seront d'autres gens que nous pour d'autres types d'informations. Et ça, je trouve que c'est important, hein, dans cette constitution voilà, d'une mémoire qui est pas absolument pas objective, ni neutre, ni quoi que ce soit, parce qu'il y a des choix, mais bon, qui est au moins là. C'est tout. D'accord. Oui, peut-être j'ajoute rapidement à ça, enfin, soit dit pour notre discussion entre nous, moi je trouve que les enregistrements sont très intéressants aussi, simplement c'est effectivement notre lieu de travail. Ouais. Par rapport à cette question de son intérieur et extérieur, il y a quand même une particularité que moi je ferais remarquer par rapport à l'espace acoustique, c'est que le son, il ne connaît pas vraiment de l'intérieur, de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il traverse partout et tous les espaces sont poreux quelque part, on le sait bien parce qu'on entend les voisins justement. Et puis on entend aussi l'intérieur de notre corps dans nos oreilles. Par contre, évidemment, il y a eu une modification de ces espaces pendant le confinement. Là où j'habite, moi, j'habite pas vraiment en espace urbain. En fait, je suis
dans un calanque à la sortie de Marseille. Et ça se trouve que c'est un espace très résonnant. Et les habitants ici ont profité du confinement pour inventer une nouvelle forme ou probablement réactiver une ancienne forme de communication qui consiste à gueuler d'un côté à l'autre de la calanque plutôt que d'utiliser le téléphone, par exemple, pour communiquer avec les voisins. Bel exemple. Ouais. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Juste une dernière chose, moi je me suis rendu compte aussi que la plupart des contributeurs en fait habitaient très peu dans des espaces urbanisés. Voilà. Mais ça n'a aucune valeur statistique, c'est simplement le fait que bon, bah, les chercheurs ou autres praticiens de ceci ou cela sont pas vraiment toujours dans dans des situations complètement urbaines, mais plutôt déjà à côté. Mais vous voyez, ça donne des données complètement différentes. Hein. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour ces apports, en espérant que voilà, vous ayez les moyens pour analyser tout ça derrière, parce que c'est aussi la question de cette masse de données et de pouvoir en tirer après des enseignements complémentaires.